Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans la deuxième séance de notre formation Midas Civil. Donc, c'est la formation en ligne organisée par Midas IT Europe. Et dans cette formation, donc, nous traitons le sujet d'un pont à poutre précontrainte par hausse tension en deux travées isostatiques. D'accord? Donc, dans la dernière séance, donc, on a fait la création du modèle géométrique. Donc, c'était ça notre modèle. Donc, c'est en deux travées isostatiques, donc avec quatre poutres précontraintes. Et donc, on s'est arrêté à ce point. Donc, on a finalisé la création de notre ouvrage avec l'infrastructure et avec le tablier. D'accord? Et cependant, donc, on a dépassé ou bien on a sauté la création des entretoises d'abou. Mais c'est pas grave, on peut le faire maintenant. Et pour cette séance, donc, ce qui est prévu dans le programme de la formation, donc, on va faire la définition des phases de construction. Donc, on va voir comment définir le phasage de construction de notre ouvrage, donc phase par phase. Et par la suite, donc, on va faire la définition des charges. Donc, ça, c'est le titre de notre formation ou bien de notre séance pour aujourd'hui. Donc, c'est le load application. Donc, c'est l'application des charges. Et voilà, donc on va faire la création des charges de type statique et de type mobile, c'est-à-dire pour les charges de trafic, bien sûr selon les Eurocodes. D'accord? Donc je reviens rapidement sur le modèle afin de créer les entretoises d'abord. D'accord? Donc je commence directement par la création de la section. Donc je vais ici toujours dans Properties et je clique sur Add et je vais rajouter ma section. Donc ma section c'est une section rectangulaire. Donc je donne le nom, donc entretoise et je donne donc les dimensions manuellement. Donc la hauteur de mon entretoise, donc elle devrait faire 1,3 et on va dire avec une largeur de 0,3, donc de 30 cm. D'accord? Maintenant le point de création de mon entretoise, donc ça sera au niveau de la roue, au niveau des poutres, donc dans l'axe des appuis. Et pour cela, donc ce que je vais faire, je vais changer le offset, donc je vais donner un excentrement. Donc je vais choisir center top et je vais donner encore un offset de moins 0,3, donc afin d'avoir la position exacte de l'entretoise, c'est-à-dire ça sera au niveau des poutres et non pas au-dessus, donc à l'extrémité, à la fibre sup de la dalle. D'accord? Donc je clique sur OK. Et je clique encore sur OK et j'ai mon entretoise qui s'est créée. D'accord? Donc ici, je peux voir que l'excentrement a été créé au niveau plus bas. Donc ça, je dois modifier. Donc je reviens et ici, donc je choisis User. Et ici, je donne 0,3 et je change ici donc depuis la fibre sup. Et voilà, donc j'aurai ici mon offset qui se crée. D'accord? Je clique encore sur OK. Et afin de créer l'entretoise dans sa position, donc je dois désactiver l'affichage en 3D. Et ce que je vais faire, donc je vais activer les sections au niveau de la roue. Donc je vais faire sélection et je vais les activer. D'accord? Et puis à ce niveau-là, donc je vais faire directement la création de mon entretoise. Donc avant ça, je vais activer l'affichage des nœuds afin de faciliter le travail. Donc on est au niveau de l'axe, donc à 0,5 donc de l'extrémité de la poutre. Donc à peu près on est ici, donc à ce niveau-là, ici, d'accord. Donc mon entretoise, donc elle va traverser ces quatre nœuds ici. Donc ça c'est pour la première travée, donc de ce côté et de ce côté-là. Et la même chose pour la deuxième travée, donc de ce côté-là et de ce côté-là. D'accord? Donc je vais créer directement l'entretoise depuis l'onglet Node/Element. Je vais cliquer sur Create Element et je vais choisir la section de l'entretoise et je vais directement
faire la création de ma section comme ça, d'accord. Et là j'ai mon entretoise qui se crée, d'accord. Donc je peux voir ici que mon entretoise s'est créé correctement. C'est la position souhaitée et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai donné l'excentrement de moins 0,3. D'accord. Donc elle sera pas donc appliquée à ce point-là à l'extrémité supérieure, donc au top de la section, mais plutôt à ce niveau-là. D'accord. Je fais la même chose pour l'autre côté ou bien l'autre extrémité de la poutre. Donc je suis à peu près à ce niveau-là. D'accord, donc je peux voir ici de la vue en top et je vais créer directement mon entretoise et je vais faire de même pour la deuxième travée. Voilà. Et voilà. D'accord. Donc je fais activer tout le pont et là j'ai pratiquement tout mon pont qui est complet. D'accord. Donc je décoche ici et je veux sélectionner par exemple les entretoises. Donc elles sont dans leur position. D'accord. Donc comme ça je peux dire que j'ai toute la géométrie de mon ouvrage qui s'est créée. D'accord. Voilà, maintenant on passe à ce qu'on a dit donc, dans le programme de la séance d'aujourd'hui. Donc c'était prévu, et c'est prévu pour la définition des phases de construction, mais aussi donc, pour l'application des charges. D'accord. Alors pour la définition des phases de construction, donc ce qu'il faut, donc il faut d'abord commencer par la création des groupes. Donc, sur le logiciel Muda Civil, donc on peut regrouper les éléments structuraux et aussi les charges et aussi les conditions aux limites dans des groupes afin de les utiliser dans la définition du phasage de construction. D'accord. Donc, on va voir ça de plus en détail par la suite. Donc, pour définir les groupes, donc je viens ici. Je clique sur groupe et ici je trouve quatre types de groupes. Donc comme j'ai dit, donc il y a les groupes des éléments. Par exemple, si je veux avoir les éléments poutres dans un seul groupe, donc je vais les sélectionner et les mettre dans ce groupe. D'accord. Donc l'idée c'est de regrouper les éléments afin de les utiliser selon mon phasage de construction. D'accord. Donc je vais jeter un coup d'œil sur mon phasage de construction. Alors, donc la première partie, donc c'est l'infrastructure. Donc c'est le coulage de la semelle, de la pile et du chevêtre. Et puis donc on va lancer les poutres précontraintes sur l'appui. Donc dans cette phase-là, donc on aura nos poutres sur les appuis. Et par la suite, donc on va faire le coulage de la dalle. Donc on va couler la dalle donc avec un béton frais qui sera repris par les poutres. Et puis on va activer la section totale, c'est-à-dire la section en poutre plus dalle. Et par la suite, donc on va appliquer les charges des équipements et le complément des charges permanentes. Et on va rajouter une phase finale, c'est pour simuler le retrait final, c'est-à-dire les effets de retrait à long terme. D'accord? Donc avant de commencer la définition des groupes, donc ce que je vais faire, donc je vais définir les fonctions qui vont me définir la fonction du retrait et du fluage, mais aussi pour l'évolution de la résistance à la compression du béton. Alors ces deux paramètres qui sont importants pour le phasage de construction, donc afin d'avoir les effets de ces derniers au cours du phasage du construction. Et même à long terme, pour les effets du retrait et du fluage. Alors pour ce faire, donc je viens ici dans Properties, et ici je peux trouver, donc c'est Creep/Shrinkage, et ici je peux trouver donc Compressive Strength, donc c'est la résistance à la compression. Donc je commence par le retrait et le fluage. Donc je clique sur Add, et ici je donne donc retrait, fluage, et je donne ici le code, donc je vais utiliser le code européen.
et je donne ici la résistance nominale à la compression que j'ai pour mon béton. Donc en principe c'est un béton en C35. Et ici donc je donne le taux de l'humidité. Donc je donne par exemple 50%. Et ça donc c'est le notional size of member, donc c'est le H, donc c'est 2 fois la section divisée par le périmètre. Donc je donne par exemple l'unité et par la suite donc ça sera mis à jour et on va le changer selon notre fonction et selon notre section. Et puis, donc directement, ici c'est le type de ciment. Et puis ici, on me demande de choisir est-ce que c'est un béton ou bien pour le code, est-ce que c'est le code pour les structures générales ou bien pour les ponts. Donc je choisis donc pour les ponts. Et ici, donc, on me demande donc l'âge du béton, quand est-ce que je vais avoir un retrait. Donc, je garde comme ça au niveau de ce paramétrage. Donc, je garde à 3 jours et je clique sur Show Result. Donc, pour le fluage, donc, on a le coefficient de retrait qui c'est, on peut voir ici donc la fonction de l'évolution du coefficient de retrait à travers le temps. Donc, on commence à 10 jours jusqu'à 10 000 jours. Et aussi pour le fluage, donc on a aussi la fonction de la déformation du fluage. D'accord? Donc ici, je clique sur appliquer et j'ai ma fonction qui se crée. Donc je passe par la suite à la création de la fonction régissant l'évolution de la résistance à la compression du béton. Donc je choisis toujours le code européen et je donne par exemple, donc c'est 35 par exemple, et je donne toujours la résistance nominale à la compression, donc c'est 35 mégapascales, et je clique sur Retrograph. Donc ici c'est l'évolution, bien c'est la résistance de la compression du béton de 0 jusqu'à 30 jours. Donc je clique sur OK. Et par la suite, donc ce que je vais faire, je vais affecter ces deux fonctions au matériau qu'on a utilisé pour notre modélisation ou bien pour notre pont. Donc pour le retrait et le fluage, donc on a cette fonction, et pour la résistance à la compression, donc on a cette fonction. Et pour le béton, donc on a le C35, donc je vais sélectionner et je vais cliquer sur ajouter. D'accord? Donc on a notre béton qui est défini par sa résistance à la compression et aussi par la fonction du retrait et du fluage et par l'évolution donc de la compression, sa résistance à la compression de 0 à 30 jours. D'accord? Voilà, donc on revient donc pour la définition du phasage de construction et pour ce faire, donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc on doit définir les groupes. Donc pour les groupes, donc on va définir plusieurs groupes. Alors pour commencer, donc on va définir les groupes des éléments. Donc ici on va donner par exemple pour les groupes de la partie infrastructure. Donc ici donc ça va concerner les fûts et les chevêtres et aussi pour les appuis d'encastrement. Donc ce qu'on va faire, donc on va faire une sélection de ces éléments. Donc je vais venir ici, je sélectionne donc ces parties-là, d'accord. Donc là, le nœud inférieur de l'appareil d'appui, ici. D'accord, et je clique ici sur Assign. D'accord. Maintenant, si je fais un double clic ici, donc j'ai les éléments de l'infrastructure qui seront sélectionnés. D'accord. Voilà. Donc la deuxième ou bien le deuxième groupe, donc je vais créer un deuxième groupe pour les poutres porteuses de la première travée, donc poutre porteuse T1, comme ça. Et comment le faire? Donc je vais sélectionner les poutres, toutes les poutres. Je vais les activer donc seules, d'accord? Et puis je vais sélectionner les poutres de la première travée,
comme ça. D'accord. Bien sûr, il faut faire attention quand on fait la sélection, donc il faut sélectionner et les nœuds et les éléments. D'accord. Donc je reviens ici et je clique sur Assign ou bien Infecter. D'accord. Maintenant, si je fais un double clic sur le groupe, donc j'ai les éléments poutres de la première travée qui sont sélectionnés. D'accord. Par la suite, donc je vais le faire pour la deuxième travée, donc poutre, je donne le nom, donc poutre porteuse T2, comme ça, et je vais sélectionner donc les poutres de la deuxième travée. D'accord. Alors ici j'ai déjà donc les poutres porteuses de la première travée qui sont sélectionnées, donc je vais les désactiver en cliquant sur inactive. Et puis je fais sélectionner les poutres de la deuxième travée et je vais les affecter à leur groupe. D'accord. Donc quand je fais une sélection complète, j'aurai quoi? Donc j'aurai trois groupes pour l'infra, pour la poutre, les poutres porteuses de la première travée et pour les poutres porteuses de la travée numéro 2. D'accord. Donc ici, ce qu'il faut rajouter pour ces deux groupes-là qu'on vient de créer, c'est bien les nœuds des appareils d'appui, ou bien les nœuds qui sont en bas ici. C'est très important. Et donc voilà, donc il ne faut pas l'oublier. Donc on va sélectionner ces nœuds-là et nous serons, on va cliquer sur le premier groupe et on clique sur Assign Plus. D'accord. Comme ça. Donc, quand on fait un double clic, donc nous aurons les poutres porteuses qui sont sélectionnées avec les nœuds de l'appareil d'appui. On fait de même pour la deuxième travée, donc ça et ça. D'accord. Donc ici, donc il faut cliquer sur Assign Plus et non pas Assign, parce que si on clique sur Assign, donc on va perdre les éléments qui sont déjà dans le groupe. Donc voilà. Attendez. Donc ici, il y avait une erreur. Voilà. Donc, je clique ici, je sélectionne, et je sélectionne ici, et je clique encore sur Assign Plus. D'accord. Maintenant, si je fais un double clic ici, j'ai les éléments de la première travée qui sont sélectionnés. Et si je clique ici, j'ai les éléments de la deuxième travée qui sont sélectionnés. D'accord. Voilà. Alors, ce qui me reste par la suite, donc, c'est les poutres de répartition transversale et bien sûr les poutres glissières. Donc, je vais le faire directement. Donc, je vais sélectionner les poutres, je vais commencer par les poutres glissières, comme ça. Je vais les activer seules, comme ça. Et ce que je vais faire, donc je vais donc je vais sélectionner la totalité des éléments et je vais créer un nouveau groupe donc, que j'appelle poutre glissière, comme ça, et je clique sur Assign. D'accord. Voilà. Donc je reviens à mon modèle de départ et je vais faire la même chose pour les poutres de répartition transversale. D'accord. Donc je clique ici, je fais un double clic sur les poutres de répartition transversale. Je vais les activer seules, comme j'ai fait pour les poutres glissières. Donc je vais tout sélectionner, donc il faut faire attention, il faut sélectionner et les nœuds et les éléments. Et par la suite, nous revenons sur la création du groupe, donc poutre de répartition. D'accord. Et bien sûr, on clique sur Assign, ou bien Assign Plus. D'accord. Voilà. Pourquoi donc on fait ce travail? Bien sûr, afin de les activer au bon moment dans le phasage de construction. D'accord. Donc il me reste les entretoises. Donc je vais créer un groupe pour les entretoises. Entretoises. Donc je reviens, je sélectionne les entretoises. Voilà, activer.
je fais select all ici et je donne l'affectation. D'accord? Je refais aussi la même chose pour les poutres de continuité que j'ai créé ici pour la dalle. Donc je fais un double clic ici, donc j'ai ces petits éléments là qui se sélectionnent. Je clique sur activer, je sélectionne, je crée un groupe, donc poutre de continuité, comme ça, et je clique sur assign. D'accord? Maintenant, en principe, j'ai créé des groupes pour tous les éléments. D'accord? Donc maintenant, donc c'est plus facile pour moi de gérer mon modèle. En principe, quand on a encore de l'expérience, quand on est expérimenté avec le logiciel Mida Civil. Donc ce travail de groupe, donc on le fait au fur et à mesure de la création des éléments, d'accord? C'est-à-dire à chaque fois qu'on fait la création des éléments, donc on fait aussi en parallèle la création des groupes, d'accord? Donc comme on peut le faire ici, donc si on fait la création d'un élément par exemple, on donne directement le groupe dans lequel il appartient. D'accord? Voilà. Alors, par la suite, donc ce qu'on fait par la suite, on va donc créer les conditions aux limites. Bien les groupes des conditions aux limites. D'accord? Donc ceci devrait être fait au départ. Quand on a créé nos appuis, nos appareils d'appui et nos liaisons rigides. Donc on pouvait le faire ici par exemple, donc define support. Donc ici, le logiciel me demande de donner le boundary group name, c'est-à-dire le groupe de conditions aux limites. Cependant, donc nous on est toujours avec le début du logiciel, donc j'ai préféré de le faire maintenant. Donc ici, on va faire la création des groupes, des conditions de charge. Par exemple, ça c'est le premier groupe, c'est pour les appuis définitifs. Je vais donner appui définitif, comme ça. Je clique sur Add. Et ça c'est appareil d'appui. Je clique sur Add. Et ça c'est pour les rigides. Et je clique sur Add. D'accord? Ça, maintenant, ce que j'ai fait, donc j'ai fait juste la création des groupes. Donc, j'ai pas encore fait l'affectation. Alors, pour faire l'affectation, donc ce que je vais faire, je vais utiliser les tableaux. D'accord? Alors, ici, dans le logiciel Mida Civil, dans cet onglet Boundary, donc on a ce qu'on appelle le Boundary Tables. Et c'est ici qu'on trouve les types de conditions aux limites. Donc, ou bien ceux qu'on a créés, ou bien pour les restes qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire, d'accord? Par exemple, pour les appuis définitifs, donc quand je clique ici sur Support, donc je trouve ici que j'ai tous les appuis définitifs que j'ai créés. Donc ici, dans cette colonne, donc il me demande de donner le nom du groupe. Donc moi, ce que je vais faire, je vais donner le groupe appui définitif, d'accord? Donc c'est ici, j'ai les appuis définitifs. Donc je vais copier pour le reste des cases. Et maintenant, donc j'ai un groupe qui s'appelle donc appui définitif, sur lequel quand je fais un double clic, donc j'ai les appuis définitifs qui se sélectionnent, donc les nœuds des appuis définitifs. D'accord? Donc ici vous pouvez le voir. Donc je vais cliquer sur échappe. Donc je vais cliquer, on vient double clic ici sur un groupe, dans des groupes donc appui définitif. Et vous pouvez remarquer que j'ai les nœuds là où j'ai des appuis définitifs qui se sélectionnent. D'accord? Voilà. Je vais faire la même chose pour les appuis ou bien pour les liaisons élastiques, donc Elastic Link ici, et je vais donner le groupe liaison ou bien appareil d'appui. D'accord? Voilà, donc appareil d'appui, je fais copier et je fais coller. D'accord? Et par la suite, donc je passe aux liaisons rigides, donc rigid link ici. Je fais la même chose, donc je viens ici, j'ai liaison rigide, donc je clique sur copier et je clique encore sur coller. Et là, j'ai une liaison rigide
qui sont affectés à leur groupe. D'accord? Je reviens dans le modèle et je passe maintenant à la création des groupes de charge. Mais avant ça, donc il faut d'abord définir les cas de charge. D'accord? Alors pour les cas de charge, donc on va voir ce qu'on a par la suite. Donc on va voir ce qu'on a comme charge et on va créer les cas de charge correspondants. Et aussi, on va voir comment faire pour la création des groupes de charge. On commence donc directement par la création des cas de charge. Donc je viens ici sur l'onglet Load, donc je vais fermer ces fenêtres, d'accord, et je viens ici, donc comme j'ai dit, sur l'onglet Load, et je commence par donner les noms des cas de charge que je vais utiliser dans mon analyse, d'accord. Donc je reviens rapidement sur la présentation. Et je donne ici le détail du chargement. Donc j'ai deux types de chargement. Donc en construction, c'est-à-dire pendant la construction, bien pendant l'exécution de mon ouvrage, et après avoir mis l'ouvrage en service. D'accord? Alors pour les charges ou bien pour les cas de charge que je vais créer pendant la construction, donc j'ai le pas propre, j'ai donc la charge de la précontrainte. Donc on va opter pour 4 câbles de 9T15. Et ça aussi pour le béton frais. Donc pour simuler donc l'action du béton frais sur la poutre. Donc ici je donne la valeur en kilonewton par mètre linéaire. Et aussi donc pour les compléments de charge permanente. Donc j'ai une chape d'étanchéité. Donc ici, donc pour les poutres, les deux poutres au milieu, donc ils vont reprendre donc une charge de 0,231 kN linéaire. Et pour les poutres de rive, pour chaque poutre de rive, donc ça va reprendre 0,116 kN linéaire. Alors pourquoi cette différence? Donc si je reviens dans la coupe, donc je peux voir ici que j'ai les deux poutres de rive, donc ils vont reprendre à peu près 2,10 m de largeur de charge. Cependant, donc c'est pas le cas pour les poutres de rive. D'accord? Donc c'est juste une définition de charge. Donc nous, on essaie de comprendre comment le faire sur le logiciel. Et l'ingénieur concepteur, donc il peut faire ce qu'il veut avec l'application des chargements. D'accord? Et on a aussi pour la charge du revêtement du béton bitumineux. Et c'est la même chose, le même principe. Donc pour les poutres médianes, donc ça va reprendre cette valeur de charge. Et pour la poutre de rive, donc ça va reprendre donc 2,142 kN par mètre linéaire. D'accord? Alors, voilà. Donc aussi nous avons donc la charge de la glissière et du trottoir. Donc ça, on va les appliquer, bien cette charge, on va l'appliquer directement sur la poutre glissière. Donc je les ai sommés. Donc on aura une charge finale de 8,2 kN par mètre linéaire. Et aussi donc on a les effets ou bien voilà donc les effets du retrait et du fluage. Donc on l'aura pendant le phasage de construction. Alors en service, donc on aura les charges de trafic et aussi on peut rajouter donc la distribution uniforme de la température. Donc on va voir l'effet thermique, comment faire inclure donc l'effet de la distribution uniforme de la température dans notre modèle. Donc il y a aussi l'effet du gradient thermique, mais on va pas le faire. Donc vous pouvez trouver donc ça dans d'autres vidéos dans le futur. D'accord? Je reviens dans le modèle et je commence la création des cas de charge. Donc, je commence d'abord par le pas propre. Donc je nomme ici pas propre et je donne le type donc comme charge permanente et je donne par la suite donc précontrainte et je donne le type. Donc ici je peux trouver en principe pre-stress. Pre-stress. Donc voilà, donc PS. Et aussi donc étanchéité. D'accord, donc je vais prendre comme une charge permanente, donc dead load. Et aussi donc revêtement, même chose, c'est du dead load. Et quoi d'autre? Donc l'étanchéité, voilà, donc il reste
le béton frais. Donc, béton frais. D'accord. Et je clique sur Add. D'accord. Je définis aussi la température. Donc, température. Donc, ici, c'est plus. D'accord. Donc, c'est la température. Donc, c'est ascendante. Et cependant, donc ici, je dois changer le type. Donc, au lieu de load, donc je vais changer de type. Donc, je vais chercher temperature load ici. Alors, voilà. Donc, ça c'est temperature gradient et ça c'est temperature. Donc, c'est ça le type. Et donc, je donne le deuxième type. Donc, c'est la température donc descendante. Et je garde le même type. Donc, c'est type température. Et je clique sur Add. D'accord. Donc ici, pratiquement, j'ai presque tous les types de charge, ou bien tous les cas de charge dont j'ai besoin pour mon analyse sur ce cas de figure, pour ce pont. Et je passe par la suite à la création des charges, donc à l'application des chargements. D'accord. Donc c'est comme ça que ça se passe. On commence par la définition des noms ou bien des cas de charge, et puis on fait l'application du chargement selon le cas. D'accord. Voilà. Donc on commence donc par le pas propre, donc c'est le self weight. D'accord. Et ici, si vous remarquez bien, donc on a le load case name, donc c'est ce qu'on vient de définir, et on a aussi le load group name. D'accord. Alors le load group name, c'est ce qu'on va utiliser quand on fait la définition des des phases de construction. Donc ici, si je prends phasage de construction, donc il me demande de faire entrer des groupes de charges. D'accord. Ici, c'est les groupes des éléments. Ici, c'est les groupes des conditions aux limites. Ici, vous pouvez lire dans group list. Et ici, c'est les groupes des charges. Donc ici, il faut les définir, il faut les déterminer afin de les utiliser dans le phasage de construction. Donc voilà. Je vais le faire donc en parallèle avec la définition des chargements. Bien voilà, donc avec la définition des chargements. Donc je commence par le pas propre et je clique sur Add. D'accord. Alors pour le pas propre, je vais tout sélectionner comme ça avec cette option Select All. Et donc la charge du pas propre, elle est appliquée dans le sens de la gravité, c'est-à-dire dans le sens moins z. Donc ici c'est z, donc je vais donner un facteur de moins 1 et je clique sur moins 1. D'accord. Cependant ici le groupe n'a pas été sélectionné, donc il faut le sélectionner comme ça. Je reviens ici, je clique sur Modify. D'accord. Donc ici j'ai la charge du pas propre qui est affectée à mon modèle. D'accord. Voilà. Donc la prochaine charge, c'est bien. Donc je reviens sur static load ici. C'est bien. Donc je reviens. Donc c'est la précontrainte. Donc ça je vais le faire. Donc je vais en terminer avec les charges statiques. Et puis je vais créer la charge de précontrainte. Voilà. Donc par la suite, donc on a les charges, la charge du béton frais. Pour la charge du béton frais, donc c'est appliqué sur les poutres. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner les poutres porteuses. Voilà, je sélectionne et je clique sur Activate. D'accord. Alors, je sélectionne les éléments, comme ça. Et je viens ici, donc c'est des charges que je vais appliquer sur les éléments. D'accord. Donc, dans les cas de charge, donc dans cette liste de cas de charge, je vais chercher donc le béton frais. Et pour le groupe de charge, donc je vais créer un groupe de charge pour le béton frais. Donc ici c'est béton frais et je clique sur Add. D'accord. Et pour la valeur, donc je vais donner cette valeur ici, donc c'est 11,55, donc c'est dans le sens vertical, donc c'est moins 11,55. D'accord. Et voilà, donc ici on est dans le global Z. D'accord. Voilà. Donc voici donc la charge du béton frais qui sera reprise par la poutre dans la deuxième phase ou bien la troisième phase du coulage du béton. D'accord. Voilà. Et puis donc ici
toujours on a oublié de sélectionner le groupe de charge, donc je vais revenir en arrière, donc je vais sélectionner le béton frais pour le groupe, je vais sélectionner encore les éléments et je vais cliquer sur appliquer, d'accord. Voilà. Maintenant si je souhaite donc afficher la valeur de la charge, donc je viens ici dans le display, je clique sur load et ici je donne donc load value, d'accord. Je clique sur OK et j'ai la valeur de la charge qui s'affiche, d'accord. Ça c'est juste l'affichage. Donc je masque la valeur de la charge et je passe à la création de la prochaine charge qui est bel et bien donc la charge de la charge d'étanchéité, d'accord. Alors je reviens ici dans le modèle, donc c'est une charge qui est appliquée sur les éléments poutres, donc je vais sélectionner les éléments poutres comme ça, donc je les active et je désactive ou bien je vais masquer l'affichage de cette charge là. Donc je clique sur display et après donc je clique en display. Donc comme on a dit ici dans la présentation, donc les charges ou bien les poutres qui sont au milieu, ils vont reprendre une charge de 0,231 et pour les poutres de rive, donc ils vont reprendre une charge de 0,116. Donc je reviens dans le modèle, je prends cette vue là et là je sélectionne les poutres qui sont au milieu, d'accord. Donc je reviens ici, je sélectionne étanchéité et là je vais créer un groupe pour la charge d'étanchéité, d'accord, et je clique sur Add. Voilà, et ici donc je donne la valeur correspondant aux poutres au milieu, donc c'est moins 0,231 et je clique sur appliquer, d'accord. Alors je vais faire la même chose pour les poutres de rive et voilà, donc je garde, bon, là j'ai fait une erreur, donc j'ai pas sélectionné le bon groupe, donc je reviens en arrière, je sélectionne encore les poutres au milieu, d'accord, et là je donne le bon groupe, d'accord, et je clique encore sur appliquer. Voilà, donc je reviens sur les poutres de rive, donc je garde le même groupe et le même cas de charge, je change juste la valeur de la charge, donc c'est moins 0,116 en principe, voilà, et je clique sur appliquer, d'accord, voilà. Après, donc je vais désactiver cet affichage, donc je clique ici sur display après un display et je passe à l'application de la charge du bébé, donc du béton bitumineux. Je reviens ici sur le modèle, comme j'ai fait au départ, je sélectionne les poutres au milieu, donc ça c'est le revêtement, c'est le cas de charge du revêtement, et là je vais créer un nouveau cas de charge un nouveau groupe de charge pour le revêtement, d'accord, et je clique sur Add, comme ça, et puis donc je donne la valeur donc 4,284, donc c'est moins 4,284 et je clique sur appliquer, d'accord. Je fais de même pour les poutres de rive, là encore j'ai fait l'erreur, donc il faut encore faire attention. Il faut bien choisir, il faut aller doucement, donc il faut bien choisir le groupe. Donc je donne comme ça et je clique sur appliquer. Non. Il faut sélectionner uniquement les poutres au milieu et donner la valeur de la charge. Maintenant, on passe à la création de la charge au niveau des poutres de rive. Donc je donne la valeur de moins 2,142. Voilà, donc 2,142 et je clique sur appliquer, comme ça. Voilà. Après, donc on a la charge de la glissière avec le trottoir et ces deux charges-là, donc ils seront appliquées sur la poutre glissière. D'accord. Donc je vais activer les éléments des poutres glissières. Donc je vais faire un double clic ici et je vais cliquer sur Activate. Et puis, donc je choisis, donc ici, j'ai pas fait la création d'un cas de charge pour la glissière de sécurité pour le trottoir, donc je vais le faire.
Alors, donc c'est une glissière. Je vais donner ça et je vais donner les types comme charge permanente et je clique sur appliquer. Donc je clique ici sur la liste, je choisis glissière et je clique ou bien je donne, je crée le groupe de charge comme ça et je clique sur add. D'accord. Je choisis bien le groupe de charge pour la glissière et je donne la valeur, donc c'est -8,2. D'accord, donc ça c'est pour la glissière et pour le trottoir. D'accord, je sélectionne comme ça et je clique sur appliquer. D'accord, voilà, donc ici pratiquement on a terminé la création des charges purement statiques. Maintenant ce qu'on fait, donc on va passer à la création des câbles des charges de précontrainte. Et pour ce faire, donc on va sélectionner les poutres parce qu'on va les insérer dans les poutres. Voilà, donc ici, donc, par exemple, je peux commencer avec la première travée et je peux encore commencer avec la première poutre. D'accord, voilà. Ici, donc c'est ici que je vais insérer mes câbles de précontrainte. D'accord. Alors, pour le tracé des câbles de précontrainte, il faut qu'ils soient définis au préalable par l'ingénieur. Et dans le logiciel, donc ce qu'on fait, on va juste, insérer le tracé des câbles de précontrainte. Alors pour la définition des câbles de précontrainte, donc il faut commencer d'abord par donner les propriétés du câble de précontrainte. Donc ici, donc on va travailler avec des câbles en FT15. Et donc pour le type, donc c'est en post tension, on va garder comme ça. Et là, on me demande de rajouter le matériau de ce câble de précontrainte. Donc pour ce faire, on va créer un nouveau matériau. Donc on vient ici, donc style. Et ici, donc on va chercher le matériau du pre-stress, pour la précontrainte. Et ici, on peut trouver le matériau avec lequel on peut travailler. Donc ici, on a le T15, donc on peut choisir celui-là. Et on clique sur appliquer et voilà, donc on clique sur close et là on donne le matériau de la précontrainte. D'accord. Et ici vous pouvez voir qu'on a les caractéristiques du matériau qui sont mises à jour automatiquement, notamment pour la limite d'élasticité, la limite de plasticité du câble. D'accord. Et par la suite, donc on va donner la section du câble, donc Total Tendon Area. Donc pour ce faire, ou bien on le fait ici manuellement, on fait rentrer la section de notre câble, donc on a 9 torrents T15, ou bien on peut le rajouter ici, donc on choisit le diamètre du torrent, par exemple voilà, donc ça c'est le T15 avec 9 torrents et on clique sur appliquer, bien sûr OK, et on a la section du câble qui est rajoutée automatiquement. D'accord. Donc ça c'était pour la section. Ça c'est pour le diamètre du câble. On peut donner par exemple un diamètre de 85 mm. Et bien sûr ici selon le type de câble avec lequel on travaille. Et ici on donne le coefficient de relaxation. Par exemple par rapport au CEB-FIP. On donne par exemple un câble de basse relaxation en 2,5%. D'accord. Et puis on clique sur appliquer. Alors, maintenant on a le type, bien la propriété du câble qui est créé. Maintenant on passe à la création du profil du câble de précontrainte en cliquant ici et par la suite en cliquant sur add. Et puis on va insérer notre câble, notre tracé dans cet élément, donc dans la poutre de la première travée. D'accord. Donc ici on va donner le nom, par exemple T1, travée 1, poutre 1, câble 1 par exemple. Et on donne la propriété, donc ici on a déjà sélectionné les câbles. Et ici on donne le input type, donc en 3D, c'est-à-dire avec des coordonnées X, Y et Z. Surtout si on a une déviation dans le plan de notre câble. On choisit ici Round. Et ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on va copier directement
les coordonnées de nos câbles et on les colle ici depuis un fichier Excel, d'accord? Alors pour moi, voilà mon Excel. Donc ici j'ai 4 câbles, donc câble 1, 2, 3 et 4. Et puis je vais directement copier ces informations qui sont ici et je vais les coller directement ici. D'accord? Voilà, donc j'ai la moitié de mon câble et quand je clique sur Make Symmetric Tendon, donc j'aurai la deuxième moitié qui sera affectée à cette poutre. D'accord? Alors ici, le logiciel aussi me demande de donner le point d'insertion de mon câble, donc je vais choisir cet élément-là. Voilà, donc c'est l'élément numéro 1 et je clique sur appliquer. Donc ici, comme vous pouvez le voir, donc j'ai mon câble qui est créé, qui est affecté à la première poutre. Donc je désactive l'affichage en 3D afin qu'on puisse voir le câble. Donc voici l'allure de mon câble. D'accord? Donc le premier câble a été créé. Donc je vais refaire la même chose pour le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc rapidement, je vais le faire. Donc P1, donc ça c'est C2. Donc je vais sélectionner ici et je vais supprimer. Je reviens dans mon Excel, copier, coller et je clique sur appliquer. Bon, attendez, donc ici je reviens en arrière. Donc ici il fallait faire donc Make Symmetric Tendon. Voilà, donc nous aurons l'allure du câble sur toute la longueur de la poutre et je clique encore sur appliquer et j'aurai mon deuxième câble. D'accord? Je peux voir ici les câbles qui se créent. Alors, on a le premier, on a le deuxième, donc on va passer à la création du troisième. Alors, je fais copier toujours et je reviens et encore je fais ici coller, je fais Make Symmetric Tendon et je clique sur appliquer. Même chose pour le quatrième. Voilà. Voilà. Donc je change juste le nom ici. Et je clique sur Make Symmetric Tendon et je clique sur appliquer. D'accord? Voilà. Maintenant j'ai les 4 câbles de la première poutre, de la première travée qui sont créés. Je peux les afficher tous. Donc, je clique ici sur Display. Voilà. Je peux les voir par exemple avec cet affichage. Donc ce que je vais faire, donc je vais copier ces 4 câbles qui sont ici aux poutres, aux autres poutres. D'accord? Voilà. Donc ce que je vais faire, donc je reviens ici sur Tendon Profile et je vais sélectionner ces poutres là. Donc je viens ici dans Copy / Move et voilà, donc je vais donner la distance. Donc ici vers ici et je clique sur appliquer. D'accord? Et là j'aurai les 4 câbles qui sont affectés à la deuxième poutre. D'accord? Maintenant il faut faire quelques manipulations sur les noms. Ça on va le faire par la suite. Donc je vais continuer la création des câbles sur les autres poutres qui restent. Donc je vais cliquer ici pour sélectionner les câbles de la première poutre. Encore copie / move. Donc je vais faire ça jusqu'ici et je clique sur appliquer et je vais refaire donc la même chose en commençant ici jusqu'à ici et je clique encore sur appliquer. Non, ici ça n'a pas été créé. Donc je vais opter pour cette option encore. Copy / move ici, donc je commence de ce point jusqu'à ce point et je clique sur appliquer. Alors ici il me dit qu'il y a un problème dans la longueur des noms de câbles, donc ça il faut le régler, c'est pas grave. Et voilà, donc ici ce que je vais faire, donc je vais changer les noms de ces câbles là rapidement. Je viens ici dans Tendon Profile, Change Tendon Profile ici, et ici donc je choisis Tendon Name, d'accord? Et ce que je vais faire, donc je vais changer les noms des profils de câbles, d'accord? Donc ça c'était pour les câbles les câbles numéro 2. Donc ici je donne le nouveau nom, donc c'est T1, donc c'est donc ça c'était pour la poutre numéro 2. Donc P2,
et donc C1. D'accord? Sinon, ce que je vais faire, donc je vais donner un suffixe, donc 1, 2, 3 et 4 pour ces poutres-là. D'accord? Et je vais cliquer sur appliquer. D'accord? Et là, en principe, j'ai les poutres, j'ai les noms des poutres qui vont changer. Donc, je clique sur OK. Et je vais vérifier ici, Tandem Profile. Voilà. Donc, c'est 1, 2, 3 et 4. Donc, T1, P2. Donc, ça, c'est pour la poutre numéro 2. Et j'ai les noms des câbles qui ont changé. Donc, je fais la même chose pour la troisième poutre. Je reviens ici, Change Tandem Profile Name, donc ça c'est toujours pour le nom. Donc je sélectionne ici pour la troisième poutre. Donc je donne le nom, donc c'est T1 P3, donc P3, et je donne le suffixe C, et je donne 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc je fais la sélection, je clique sur appliquer, encore sur OK, et je vais revérifier encore ici Tandem Profile, donc ici c'est créé. D'accord? Ça c'est pour les câbles de la deuxième poutre et ça c'est pour les câbles de la troisième. Donc je peux faire la même chose pour la première. Donc rapidement je vais le faire. Donc ça et ça. Donc ce que je vais faire, donc je vais donner T1, alors P1C et je donne les suffixes. Donc 1, 2, 3 et 4 et je clique sur OK et comme ça j'aurai une nomination uniforme. D'accord? Voilà. Donc ce qui est resté, donc c'est les câbles de la poutre numéro 4. Donc je reviens ici comme j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais sélectionner les câbles de la troisième poutre. Je clique sur copy/move et je vais faire ça. D'accord? Je clique sur appliquer. Maintenant je vais changer encore le nom de ces câbles là rapidement. Donc comme ça, je donne donc T1, donc CP4C et je donne 1, 2, 3 et 4. D'accord? Et je clique sur OK. Maintenant, tous les noms donc, sont bons. D'accord? Voilà, donc travée 1, 2, 3, pardon, donc travée 1, donc poutre 1, poutre 2, poutre 3 et poutre 4. D'accord? Donc pratiquement, j'ai créé tous les câbles de précontrainte de la première travée. Donc ce que je vais faire par la suite, donc je vais passer à la création des câbles de la deuxième travée. D'accord? Alors pour ce faire, ce que je vais faire, donc je vais tout activer et je vais sélectionner uniquement les poutres et je vais cliquer sur Activate. Et ce que je vais faire maintenant, donc je vais copier les câbles qui sont dans la première travée vers les éléments de la deuxième travée. Donc je vais tout sélectionner comme ça et je vais cliquer sur copy/move et je vais donner le vecteur de ce nœud là vers ce nœud de la deuxième travée. D'accord? En principe, ça devrait être créé. Je vais vérifier. Attendez, je vais cliquer sur display. Non, c'était pas dans la bonne position. On va faire, donc on va resélectionner tous les câbles. On va copier vers la deuxième travée, donc de ce point-là, donc equal distance. On coche ici current assigned elements. Et de ce point-là, donc du point de départ jusqu'au point de départ de la poutre de la deuxième travée. Donc ici, on doit forcément avoir, donc c'est en principe c'est 35 ans, comme ça, et on clique sur appliquer. D'accord? Que maintenant on peut voir que c'est créé avec succès en principe. Voilà, donc ça c'est l'affichage en plan. Donc on peut voir qu'on a les mêmes poutres et les mêmes câbles, bien entendu, et la même allure, donc les mêmes traçages. Et on peut voir ici qu'on a notre câble qui n'est pas parfaitement parabolique, donc il y a une déviation en plan.
Et c'est ça d'ailleurs l'avantage de faire la création des câbles de précontrainte avec le logiciel Udacity, c'est qu'on peut l'avoir dans les trois directions, donc X, Y et Z. D'accord? Voilà. Donc après, donc je vais renommer les câbles de la deuxième travée. Pour ce faire, donc je reviens ici, Change Tandem Profile. Donc ici, je vais donner les noms. Donc au lieu de T1, je vais donner T2. Donc ici, je commence par la première poutre. Donc je sélectionne le câble de la première poutre. Donc je donne T2, donc c'est P1, C, et je donne 1, 2, 3 et 4. Et je clique sur OK. Donc je refais la même chose pour la deuxième poutre. Voilà. Je sélectionne, donc je donne T2, donc P2, C, donc 1 jusqu'à 4, et je clique sur appliquer. Et pour la troisième poutre, donc je sélectionne, donc je vais cliquer sur qu'un seul et je vais refaire. Voilà, donc c'est 1, 2, 3, donc 3 et 4, je sélectionne, donc c'est T2, donc c'est P3, donc c'est 1 jusqu'à 4 et je clique sur OK. Et pour la dernière, donc c'est la poutre 4, la même chose, donc c'est T2, puis P4, c'est donc 1 jusqu'à 4 et je clique sur OK. Alors, maintenant, j'ai les noms des câbles, donc les noms des profils de câbles qui sont corrects et qui sont bien définis. D'accord? Alors maintenant, comme vous venez de voir, donc j'ai activé, bien j'ai inséré les câbles de précontrainte dans les poutres. Donc la phase qui suit, donc c'est la phase de création de la charge de précontrainte. D'accord? Alors pour ce faire, donc je viens ici dans Tandem Prestress, ici. Et ici, donc je choisis le cas de charge. Ça, donc c'est précontrainte. Et ici, donc j'ai créé, donc je n'ai pas encore créé, pardon, un cas ou bien un groupe de charge pour la charge de précontrainte. Donc je vais le faire tout de suite. Alors je vais créer deux cas ou bien deux groupes. Donc c'est la précontrainte donc pour la travée U. Donc ça c'est le premier groupe. Et je vais créer un deuxième pour la travée numéro 2. D'accord? Alors, je vais commencer par la précontrainte de la travée numéro 1. Donc ça, c'est utilisé. Donc là, le concept ou bien la notion du groupe est utilisé uniquement dans le phasage de construction. Cependant, pour le cas de charge, on peut utiliser le même. D'accord? Donc ici, je choisis les câbles de précontrainte de la première travée. Voilà, je sélectionne. Et ici, donc, je donne la contrainte à l'origine. Donc, je vais changer l'unité afin d'avoir des mégapascals pour ne pas tomber en erreur. Et pour le mode de mise en tension, donc, je peux choisir ce que je peux faire d'une extrémité ou bien des deux extrémités. Donc, moi, je vais choisir des deux extrémités. Et je donne une force de tirage de 1488 pour les deux cas. Donc 1488 mégapascales et je clique sur Add. D'accord. Maintenant, les câbles, donc la charge de précontrainte pour la première travée a été créée. Donc je vais faire la même chose pour la deuxième travée. Donc je vais désélectionner tout ça. Et je vais encore sélectionner les câbles de la deuxième travée. Donc ça, donc, vous voyez à quel point c'est important les appellations. Voilà. Et ici, donc, je vais choisir donc le groupe de charge de précontrainte pour la travée numéro 2. D'accord? Je garde les mêmes paramètres et je clique sur Enter. Maintenant, on peut voir qu'on a les câbles de précontrainte. Donc la charge des câbles de précontrainte, elle est activée et pour la première travée et pour les poutres de la première travée et pour les poutres de la deuxième travée. D'accord? Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, donc je vais pratiquement démarrer la définition des charges, pardon, des phases de construction.
Et avant de le faire, donc ce que je vais juste m'assurer d'avoir créé les groupes, les bons groupes correspondants. D'accord? Donc ça c'est les groupes des éléments, les groupes des conditions aux limites et aussi les groupes de charge. D'accord? Alors, je vais entamer directement la création des phases de construction. Donc je viens ici toujours dans l'onglet Load et ici je coche Construction Stage. Et ici, je vais cliquer sur Define Construction Stage. D'accord? Je clique sur Add et là, je donne la première phase, donc c'est CS1. Je donne la durée. Alors pour la durée, pour l'infrastructure, je vais donner une durée de 10 jours par exemple. Et pour l'activation, donc ici ça peut changer, hein, donc selon le mode de construction de l'entreprise de réalisation. Donc ça peut changer et aussi ça peut varier selon l'ingénieur. D'accord? Voilà. Et voilà, donc ici pour les éléments, donc ici je vais donner, je vais activer ou bien désactiver les groupes des éléments. Donc pour cette phase-là, donc c'est la phase de l'infrastructure. Donc je vais ajouter le groupe de l'infrastructure. Et pour les conditions aux limites, donc je vais activer les appuis définitifs. D'accord? Et pour les charges, donc j'ai que la charge du poids propre que je vais activer en premier lieu, donc dans la première phase. D'accord? Et je clique sur appliquer. Maintenant, j'ai une première phase qui se crée, que je peux visualiser ici. Donc, quand j'active cette phase-là, donc j'ai les éléments de l'infrastructure qui sont créés. D'accord? Et bien entendu, je peux voir quels sont les éléments, bien quelles sont les conditions limites qui sont activées dans cette phase. Donc, je peux le voir ici. Voilà, je peux afficher, et bien sûr, j'ai uniquement les encastrements au niveau de la base, d'accord? Et pour les charges, donc j'ai uniquement la charge du poids propre, d'accord? Voilà. Donc la prochaine phase que je vais créer, donc c'est la phase de lancement des poutres de la première travée. Voilà, donc je fais Define CS et je clique sur ajouter, donc c'est CS2. Et je vais donner par exemple une durée on va dire aussi de 10 jours. Et ici, donc, poutre porteuse, donc c'est ça les éléments qui seront rajoutés à cette phase. Et pour des conditions aux limites, donc j'aurai besoin des liaisons rigides et aussi des appareils d'appui qui sont aussi activés. Et pour les charges, donc j'aurai besoin de la précontrainte de la travée numéro 1, c'est-à-dire on a déjà appliqué la charge de précontrainte. Donc je vais cliquer sur ajouter, comme ça, et je clique sur appliquer. D'accord? Voilà. Donc j'ai une deuxième phase qui est créée, donc c'est la deuxième phase, donc c'est cette phase-là. D'accord? Voilà. Donc cependant, donc on a un petit souci. Donc on peut voir qu'on a la section totale qui est activée dans cette phase-là. Donc moi ce que je vais faire, donc je vais continuer la création des phases de construction et puis je vais dire au logiciel que je vais séparer la poutre de la dalle. D'accord? Voilà, donc je vais continuer avec la création des phases de construction. Donc je vais revenir sur Base. Je vais définir la troisième phase, donc c'est S3. Voilà, donc c'est S3. Je vais donner aussi une durée de 10 jours par exemple. Et là, je vais activer les poutres porteuses de la travée numéro 2. D'accord? Et pour les conditions aux limites, donc tout ça, on l'a déjà activé, donc pas la peine de désactiver, de l'activer une deuxième fois. Cependant, pour les charges, je vais activer la charge de la précontrainte de la travée numéro 2. D'accord? Et je fais ça. Et je clique sur appliquer. D'accord? Alors, je reviens ici pour visualiser. Donc, j'ai les poutres de la travée numéro 1 et les poutres de la travée numéro 2. Cependant, donc, je vais créer la prochaine phase qui est la phase de coulage de la dalle. Je reviens dans Base ici. Et puis, je clique sur Add, donc c'est S4. Donc, cette phase de coulage de la dalle, je vais donner
une durée de, par exemple, de 28 jours, par exemple. Et ici, donc, ce que je vais faire, je vais rajouter uniquement la charge du béton frais. D'accord? Et je clique sur appliquer. Alors, dans la prochaine phase, donc c'est la phase de durcissement de la dalle et de désactivation de la charge du béton frais et d'activation de la section totale. Donc ça va être comme ça, donc CS5. Je vais donner une durée de une journée par exemple. Et dans les chargements, je vais donc désactiver la charge du béton frais. Donc je vais l'activer ou bien je vais la rajouter dans la case de désactivation. Et je clique sur appliquer. D'accord? Alors, ici, je vais faire la manipulation d'activer ou bien de dire au logiciel que j'ai deux parties dans ma modélisation. Donc je vais utiliser cette option qui s'appelle Composite Section for CS, ici. Donc je clique sur Add. Et là, je vais dire au logiciel que j'ai une section composée. Donc ça, c'est pour la section d'abou et ça, c'est pour la section médiane. Donc je vais dire au logiciel que je vais activer la première partie qui est la poutre. Je vais l'activer donc dans le active state, c'est-à-dire le CS1 ou bien le CS2. D'accord? Ça, c'est le CS2, c'est-à-dire le moment du lancement des poutres. Et pour la dalle, donc l'élément numéro 2, donc je vais l'activer dans la phase numéro 5. D'accord? Donc je donne l'âge du béton pour la poutre, par exemple à 7 jours ou bien à 21 jours. Et je donne aussi pour la dalle à 28 jours. D'accord? Et voilà, donc ça, donc c'est activé, donc ce mode de phasage c'est activé pour la section au niveau de la roue. Je clique sur appliquer et je vais le faire pour la section composite médiane. D'accord? Je vais aussi donner la phase d'activation au niveau du CS5. Et ici, je donne l'âge, donc c'est 21. Et je donne 28 aussi pour la date. D'accord? Et je clique sur appliquer. D'accord? Voilà. Après, si je veux visualiser le résultat de cette manipulation, donc quand je viens ici dans la phase numéro 2, qui est la phase du lancement des poutres, ici je ne vais voir que les poutres. D'accord? Et si je veux voir la section totale, donc je viens ici au niveau de la phase numéro 5. D'accord? Voilà, donc c'est ça à peu près la philosophie du phasage de construction, donc c'est très simple. Et puis donc ici on peut voir, donc ça c'est la phase numéro 1. La phase numéro 2 on a uniquement les poutres. La phase 3, donc on a ici, il faut refaire la même chose pour les poutres de la travée numéro 2. Donc ici il faut le faire. Voilà, donc on va revenir ici dans Composite Stage, Composite Section for Construction Stage. Donc je viens ici et je choisis donc la section. Je commence avec la section d'abou. Ici, donc dans le Active Stage, je vais choisir donc CS3, d'accord? C'est-à-dire de la deuxième travée. Et la même chose, donc pour la poutre, c'est dans le Active Stage. Et pour la dalle, donc c'est la phase numéro 5, donc c'est le CS5. Je donne l'âge, donc c'est 21 pour la poutre et 28 pour la dalle, et je clique sur appliquer. Alors, donc ici c'est le matériau. On donne donc, bon, c'est quoi l'erreur? Donc on donne le matériau, comme ça, et en principe ça va marcher. Voilà, donc ça marche. Et je clique sur appliquer. Et je fais la même chose pour la section médiane, donc ça c'est pour le Construction Stage 3, et je donne matériau, je choisis le matériau, et l'activation ce sera dans la phase numéro 5. Je donne l'âge, donc 21 et 28, comme ça, et je clique encore sur appliquer. Maintenant je vais vérifier mon phasage, donc la phase 1, la phase 2, donc j'ai les poutres, uniquement les poutres sur les appuis, et puis j'ai la phase 3, donc uniquement les poutres dans la deuxième travée,
Et puis la prochaine phase, donc c'est la phase du coulage de la dalle. Et ici on peut voir qu'on a la charge du béton frais qui s'active. D'accord? Ça c'est la phase du béton frais. D'accord? Après, pour la prochaine phase qui est la phase de l'activation de la dalle, ici on peut voir qu'on n'a plus la charge du béton frais. D'accord? C'est-à-dire dans cette phase-là, le béton frais, la charge du béton frais n'existe plus et c'est remplacé avec la section totale, donc c'est-à-dire poutre plus dalle. D'accord? Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait le phasage de construction pour ce cas de figure. Donc c'est très simple. Et donc la prochaine phase, donc c'est la phase d'application du complément de charge permanente, notamment pour la glissière et aussi pour la charge du trottoir, et aussi pour la charge d'étanchéité et aussi pour le revêtement. D'accord? Donc je clique bien, je reviens dans le base et je définis une nouvelle phase, donc CS6. Je vais donner une durée de, on va dire, de 10 jours, toujours. Et puis, on va activer les éléments, donc la poutre glissière, et aussi la poutre de répartition et la poutre de continuité. D'accord? C'est-à-dire tous les éléments de modélisation qui restent, on va l'activer dans cette phase. Et puis, on va activer la charge de la glissière, du revêtement et de l'étanchéité. D'accord? Et on clique sur appliquer. Comme ça. Voilà. Donc, pour ces phases-là, donc principalement, on a finalisé la modélisation de notre pont pendant la phase de construction, pendant la construction, voilà. Et ce qui reste, donc, c'est la phase du retrait final. Donc, on va créer la phase du retrait final, donc cliquons sur Add, donc c'est S7. Et pour la phase du retrait final, donc on va donner un temps de retour, on va dire de 10 000 jours. Et c'est tout. Donc on va rien activer ni désactiver. Et on va voir quel sera donc l'effet du retrait, notamment pour les pertes de précontrainte et aussi pour les déformations à cette date-là. Donc après, on va dire 10 000 jours de la finalisation de la construction de notre ouvrage. D'accord? Et on clique sur appliquer. Donc, on a oublié un petit paramètre, c'est bien les entretoises. Donc on va les activer au niveau de la phase numéro 5. On peut les activer ici. On clique sur appliquer et puis close. D'accord? Quand je viens ici, donc j'ai pratiquement tous les éléments géométriques de mon ouvrage qui sont activés. Bon, je parle des éléments porteurs bien sûr. Et dans la phase 6, donc on a notre ouvrage qui est finalisé. D'accord? Voilà. Et ça, c'est la phase du retrait final. D'accord? Donc je vais voir est-ce que j'ai des problèmes dans mon modèle. Par exemple ici pour les conditions aux limites. Donc ici je peux voir que c'est activé uniquement pour la première travée. Donc pour la deuxième je ne les trouve plus. Donc ça c'est parmi les erreurs qu'on peut avoir lors de création du phasage de construction. Donc ça il faut faire très attention. Alors, c'était quoi le problème? Le problème, c'était de créer un groupe de conditions aux limites pour tous les appareils d'appui qu'on a dans le modèle. D'accord? Donc, ce qu'il fallait faire, c'est de séparer, comme on a fait pour les groupes des câbles de précontrainte. Donc, on a fait pour la première travée et on a fait pour la deuxième. D'accord? Donc, c'est ça. C'est une erreur commune qu'on trouve généralement chez les débutants. Donc ce qu'on va faire, donc c'est qu'on va séparer, donc on va créer deux groupes pour chaque type de condition aux limites, bien sûr, sauf pour les appuis définitifs. Donc ça c'est pas la peine parce que c'est déjà activé dans la première phase. Et voilà. Donc ce qu'on va faire, on va créer un nouveau groupe pour les appareils d'appui. Donc je vais désactiver cet affichage là. Je clique sur un display, d'accord.
je reviens ici. Donc ici j'ai un appareil d'appui. Par exemple ici je vais donner travail U, T1. Et je vais créer un nouveau. Donc c'est appareil d'appui T2. D'accord? Et je vais faire la même chose pour les liaisons rigides. Donc je donne T1. Et je vais donner donc liaison rigide T2. D'accord? Ici, pour les liaisons rigides et pour les appareils d'appui de la travée numéro 1, donc ils seront dans ce groupe. Et pour la deuxième travée, ils seront dans le groupe de T2. D'accord? Alors, comment modifier ça rapidement? Donc, je reviens dans l'onglet Boundary. Donc, je viens ici dans Boundary Tables. Je vais ici. Par exemple, je commence avec Elastic Link. Et ici, donc, au lieu de choisir, par exemple, T1, je vais voir quels sont les nœuds où je vais opter pour les appareils d'appui ou bien le groupe des appareils d'appui T2. D'accord? Donc ce que je vais faire, je vais désactiver cet affichage là et je vais sélectionner le groupe T1 comme ça et je vais encore sélectionner les nœuds de la deuxième travée comme ça et je vais encore, ce que je vais faire, donc je vais désactiver l'affichage des appuis définitif. Et là, à ce stade-là, je vais donner, ou bien je vais afficher les nombres de nœuds. D'accord? Et ici, donc je reviens sur le tableau et je vais changer, donc au lieu de T1, je vais donner T2. D'accord? Donc j'ai 481, 485. Donc je vais chercher ici, par exemple celui-là, donc c'est appareil d'appui T2. D'accord? Donc je vais voir pour le reste, donc 81, 82, 83, 84. Et je continue, donc de 473 jusqu'à 476. Voilà. Donc c'est ici. Donc tous ces, on va dire, ces liaisons élastiques seront dans T2. Donc je copie et je colle comme ça et voilà. D'accord? Donc d'ici jusqu'à ici. Je fais la même chose pour les liaisons rigides. Voilà. Donc c'est liaisons rigides. Je dois m'assurer que j'ai les bons éléments de nœud. D'accord? Je reviens ici, j'affiche les liaisons rigides. Voilà. Ici, donc c'est le nœud, on va dire 473. Je reviens ici, je cherche le 473. C'est ici, d'accord? Donc je donne liaison rigide T2 et je fais la même chose pour le reste. Donc liaison rigide T2, comme ça et comme ça. Et voilà, aussi je fais la même chose, jusqu'à la fin. D'accord? Je reviens dans Midas, dans le modèle. Maintenant, quand je clique sur, je fais un double clic sur sur le groupe. Donc pour le premier, donc je vais désactiver ça. Donc je peux voir que j'ai les liaisons rigides de la travée numéro 2 qui se sélectionnent. D'accord? Voilà. Après, je vais activer le tout. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais modifier dans les phases de construction. Donc, je reviens ici, je clique sur Define Construction Stage et dans le CS3, donc ce que je vais faire, je vais donner donc les conditions aux limites qui concernent la travée numéro 2. D'accord? Je vais donner les appareils d'appui T2 et je vais donner aussi les liaisons rigides T2. D'accord? Et je clique encore sur appliquer. D'accord? Maintenant, si je viens ici dans CS3, donc j'aurai toutes mes conditions aux limites qui sont bel et bien activées.
notamment pour les appareils d'appui et aussi pour les liaisons rigides. D'accord? Je peux tout trouver ici correctement fait. Alors, ça c'est l'une des erreurs lors de la modélisation. Donc, généralement, on saute cette manipulation. Et quand on lance l'analyse du phasage de construction, généralement, on tombe sur ce type de problème. D'accord? On aura des problèmes de singularité, c'est-à-dire notre modèle en élément fini n'est pas lié. D'accord? Donc après ça, on peut voir qu'on a le reste des phases. Donc c'est phase de coulage et la phase d'activation de la dalle jusqu'à la phase du retrait final. D'accord? Jusqu'à ce point-là, on peut dire qu'on a bel et bien activé ou bien défini notre phasage de construction avec les charges de construction. D'accord? Voilà. Alors, en post construction stage, c'est-à-dire en service, ce qui reste, c'est la création des charges des effets thermiques et avec, bien sûr, les charges de trafic selon leur code comme on a prévu au départ. D'accord? Et pour ce faire, donc, je vais commencer avec la charge de distribution uniforme de la température. Donc ici, je peux le faire, donc element temperature, ici. Et je vais opter par exemple d'une variation uniforme de température, on va dire de 10 degrés. Donc ici c'est la phase, bien c'est la partie, bien c'est le cas de charge de température ascendante, donc température plus. Donc ici c'est pas la peine de définir les groupes parce que c'est défini en phase de service. Donc ici j'ai une température initiale de 0 degré. Ça je peux changer, par exemple je vais opter pour une température de l'environnement, on va dire de 20 degrés. Et puis je donne la température finale par exemple et j'aurai une température finale pendant la journée de 35 degrés. Et donc j'ai on va dire une variation de 15 degrés en positif. Et donc je vais sélectionner les éléments de mon tablier, par exemple pour les poutres aussi, et je clique sur appliquer. D'accord? Je peux faire aussi cette variation pour les éléments de l'infrastructure. Donc je vais sélectionner les éléments de l'infrastructure et je clique sur appliquer. Dans certains règlements, donc c'est différent le tablier par rapport à l'infrastructure, donc la variation donc elle est différente. Cependant, donc ça c'est juste pour apprendre comment faire l'application de la charge. Et donc on va se contenter de cet exemple-là. Par la suite, on va prendre le cas de la charge de température donc descendante. Donc de 20 degrés, on va dire jusqu'à 5 degrés. C'est-à-dire on a une variation de moins 15 degrés. On va resélectionner les éléments du tablier et on clique sur appliquer et on fait la même chose pour l'infrastructure et on clique sur appliquer. D'accord? Voilà. Ce qui reste maintenant, donc c'est la charge de trafic. Donc je viens ici dans Movie Load, je choisis le code et maintenant je vais commencer la définition de la charge de trafic. Voilà, donc en commençant bien sûr par la voie de circulation, je vais désactiver l'affichage des liaisons rigides. Je clique ici, un display, et puis je vais commencer, comme j'ai dit, la définition de la voie de circulation. D'accord? Voilà. Alors pour la voie de circulation, donc je vais donc j'ai une largeur de tablier à peu près de 8 mètres. Donc je peux voir la coupe. Donc à peu près d'ici jusqu'à ici, donc c'est 2,1. Donc j'ai une largeur de 6,3. Donc en principe j'ai deux voies de circulation. Je reviens ici et je vais commencer la création de la voie de circulation. D'accord?
je clique sur Traffic Line Lanes. Donc ici, il y a deux définitions et bien deux types de définitions des voies de circulation sur Midas. Donc quand on travaille avec des éléments barres ou bien des éléments frame, on utilise cette option Traffic Line Lanes. Cependant, quand on travaille avec des éléments plaques, donc on utilise cette option qui s'appelle Traffic Surface Lanes. D'accord? Alors pour notre cas, donc on a un modèle de grillage. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir les voies de circulation avec cette option-là. D'accord? On va voir donc comment le faire. Donc ça, c'est, on va l'appeler donc voie U. Donc on va définir tout bêtement deux voies de circulation pour le modèle de charge LM1. Donc je vais d'abord changer l'unité. Donc c'est en kilonewton et c'est en mètres. Et je vais recommencer la création. Donc je vais cliquer, ou bien je vais donner voie 1. Alors ça c'est pour la largeur de la voie. Et pour l'excentricité, donc je vais créer ma voie de circulation par rapport à une poutre porteuse. Par exemple, je prends la poutre médiane pour la voie de ce côté et cette poutre pour la voie qui est de ce côté-là. Donc je dois faire entrer une excentricité par rapport à l'axe de la voie. Donc d'ici jusqu'à ici, on a en principe pour le trottoir, sur cette coupe-là, on a en principe un trottoir de 75 cm. Donc 75 plus 150, c'est-à-dire pour l'axe de la voie qui sera à 1,5 m du trottoir, à peu près. Et puis, donc on va calculer l'excentricité de cette poutre jusqu'à l'axe de la voie. Donc après avoir fait les calculs nécessaires, donc on est à peu près à 0,55 d'excentricité entre l'axe de la poutre, de cette poutre-là, et aussi entre voilà, donc l'axe de cette poutre et l'axe de la voie. D'accord? Je reviens ici sur le logiciel et je vais donner une valeur de moins 0,55 et je vais garder ça pour l'espacement des essieux. Et pour la définition de la distribution des charges de trafic, donc je vais choisir Crossbeam, c'est-à-dire on va définir par rapport à des poutres de répartition et je vais choisir ici le groupe des poutres de répartition. Et pour le biais, je vais garder 0. Et je vais donner deux points, donc le point de départ et le point d'arrivée de ma voie de circulation. Donc ça va commencer à ce point-là. Et ça va se terminer en ce point-là. Donc ça va balayer tout l'ouvrage. D'accord? Et puis je clique sur appliquer. Quand je clique sur appliquer, comme vous venez de voir, donc j'ai ma voie qui se crée à ce point-là. Donc voilà, ça c'est la voie de circulation numéro 1. D'accord? Donc je vais faire la même chose avec la voie de circulation numéro 2 qui est de ce côté-là. Et ce qui va changer, donc je vais changer le nom. Je vais cliquer créer une deuxième fois. Je donne voie 2 pour ne pas tomber en erreur. Pour l'excentricité, donc je vais donner 0,5. Et pour les crossbeam, je vais donner les poutres de répartition. Et pour la création de la voie, donc je vais choisir mon élément de référence, c'est bien cette poutre-là, et je clique sur appliquer. D'accord? Voilà. Donc j'ai créé deux voies de circulation pour ce cas de figure, avec une largeur de 3 mètres. On peut voir ici la création des voies de circulation. D'accord? Et pour ce cas-là, donc j'ai terminé la création des voies de circulation. D'accord? Après, je fais la création du véhicule. Voilà, donc je viens ici, donc je vais opter directement pour le modèle de charge, le LM1, donc Load Model 1, ici. Donc ici, sur Midassi, ce qu'on peut trouver, donc on a la base de données des charges de trafic, d'accord? Donc, et pour les ponts routes, et pour les ponts ferroviaires, et pour les passerelles aussi.
Donc on a le load model 1, donc c'est le modèle de charge 1, qu'on peut, après avoir cliqué sur appliquer, qu'on peut avoir directement en cliquant sur appliquer, comme ça. Et par la suite, ce qu'on peut faire, donc on va créer le cas de charge, le LM1. Donc je viens ici, mobile load case, appliquer ou bien add. Je nomme donc LM1. Je choisis donc ici, depuis cette liste-là, donc c'est LM1. Et ici encore, je choisis le LM1, load model 1. Et ici, donc j'ai les voies de circulation que j'ai créées au préalable. Donc je sélectionne les deux et je les ramène ici, dans Selected Lanes. Et si on suppose que j'avais d'une voie résiduelle, donc je l'aurais rajouté ici dans Remaining Area. Donc moi je l'ai pas créé. Parce que ce qui reste, donc c'est à peu près 30 cm, donc ça sert à rien de le créer. Et ici on montre juste comment faire pour l'application des charges de trafic, donc ça sert à rien de le créer. Et puis je clique sur appliquer et j'ai mon cas de charge qui est créé. D'accord? Voilà. Donc on peut voir encore les voies de circulation. Ici, voilà. Voilà. Et aussi pour les phases de construction. Voilà, donc ça c'est les phases de construction jusqu'à la phase numéro 7, comme ça. Et pratiquement, donc on a terminé la séance de cette semaine. Donc ce qu'on a fait, donc on a fait la création des phases de construction et aussi on a fait la création des charges de la charge de trafic du modèle load model 1 et aussi pour la charge de température ascendante et descendante. D'accord? Voilà, jusqu'ici, donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance, on va faire bien sûr l'analyse et on va visualiser ensemble les résultats. D'accord? Alors merci pour votre attention pour aujourd'hui.